Chers frères et sœurs, nous sommes en Europe. Lorsqu'il se passe quelque chose de mauvais et qu'on vous dit que c'est, comme ici on dit, un extra-communautaire, quelqu'un qui vient d'ailleurs, qui n'est pas de notre communauté, lorsqu'il se passe un problème, soit un crime, un vol, et on accuse un étranger, on a tout de suite peur de noter que cet étranger vient de notre pays. Parce qu'on dit, voilà, on sera encore affiché partout, les Ivoiriens sont mauvais, ou les Sénégalais sont mauvais, ou les Marocains sont mauvais. Vous voyez? Donc, chaque citoyen est un représentant de son propre pays. Et en Côte d'Ivoire, nous avons accueilli des Burkinabés. Et voilà que l'un d'eux, qui est arrivé à la tête de l'État, au moyen de la violence, détruit les maisons de ses bienfaiteurs, des Ivoiriens qui l'ont accueilli. Vous voyez? Mais avant de poursuivre, avant d'en parler, je voudrais vous poser des questions. L'épreuve quotidienne. Quelles sont les 4 communes du Sénégal où les autochtones avaient la nationalité française? Que signifie le verbe moudre et conjuguer le verbe moudre au présent de l'indicatif? Eh bien, je le dis parce qu'aujourd'hui, le Sénégal, le PASTEF de Sonko et ses amis et le PPACI du président Laurent Gbagbo viennent pratiquement de sceller une alliance avec la présence de Danon Djedje, envoyé par le président Laurent Gbagbo au congrès du PASTEF. Suivez cette belle image. Bienvenue également à notre quarantaine d'invités, venus de plusieurs pays d'Afrique et du monde. Votre présence est un témoignage de solidarité panafricaine et mondiale. Elle nous rappelle que notre combat dépasse nos frontières. C'est celui de la dignité, de la souveraineté et de la renaissance du continent et du monde. Et je voudrais, avec la permission du président du parti, citer ici nos invités. Ils sont venus du Rwanda, le Front Patriotique Rwanda, une délégation conduite par le frère Christophe Bazivamo, secrétaire général du parti. Ils sont venus de la Mauritanie voisine. Nous avons le parti INSAF, qui voit sa délégation conduite par la vice-présidente Hawa Diallo. Nous avons le parti IRA, dont la délégation est conduite par Biram Daabeid. Ils sont venus de la Gambie, ce pays frère, avec le parti Unité, conduit par Talib Ahmed Bensouda. Du Kenya, ils sont venus. People's Liberation Party, avec notre sœur Martha Karwa. Nous avons le sénateur Okoiti Kenya, qui fait partie de la délégation présente. Nos invités sont venus du Venezuela, le Parti socialiste avec Raúl Ortega. Ils sont venus de la Tanzanie, Global Pan-African Congress, Walter Goya. Ils sont venus de la Jamaïque, Global Pan-African Congress, professeur Horace Campbell. Ils sont venus du pays frère de la Côte d'Ivoire, PPACI, professeur Sébastien Danotété. Cette alliance entre le PPACI et le PASTEF de Sonko est utile parce que nous connaissons plus ou moins les mêmes problèmes. Nous avons à régler les mêmes problèmes politiques, même si cela est différent. Voyez, lorsque je vous demande quelles sont les 4 communes du Sénégal où les autochtones avaient la nationalité française, je vais vous répondre tout de suite parce que c'est important pour comprendre la suite des événements. Il s'agit de Saint-Louis et Gorée qui avaient ce statut en 1872. Ils étaient déjà français en 1872, ils avaient le droit de vote. Pourquoi j'ai souligné Gorée? Parce que c'est là la porte où les esclaves, disons, allaient pour un voyage sans retour. Nos parents. Rufisque
a eu ce statut en 1880, Saint-Louis et Gorée en 1872, Dakar en 1887. Alors, quel est le problème crucial des Sénégalais? Les Français ont laissé des problèmes politiques, ont posé des problèmes politiques dans chacun de nos pays, sachant que dans le futur, ils allaient utiliser ces problèmes politiques pour nous diviser, nous opposer. Lorsque vous écoutez le discours de Sonko au Parlement, je vais vous laisser écouter ce discours au Parlement. Lorsque vous écoutez ce discours, vous comprenez les problèmes auxquels ils sont confrontés. Pourquoi? Parce que Saint-Louis, Gorée, Rufisque et Dakar sont des endroits qui ont vu des Africains assimilés grandir de père en fils. Quand je dis des Africains assimilés, c'est-à-dire des Africains qui voyaient les autres comme des indigènes, les autres Sénégalais comme des indigènes. Et eux, ils bénéficiaient de privilèges parce qu'ils étaient français. Ils n'étaient pas africains. Imaginez à l'époque être français ce que cela voulait dire. Ce sont des privilèges énormes. Et ils ont grandi dans cette ambiance. Ils se sont enrichis aussi grâce au commerce des esclaves. Donc, ils avaient des sociétés qui ont été transmises de père en fils. Et le problème auquel est confronté Sonko, c'est le problème de la gestion des biens publics. La gestion des biens publics, que faut-il faire? Parce qu'il a été découvert du gaz, par exemple, au Sénégal, mais il y a d'autres richesses au Sénégal. Mais ceux qui ont le pouvoir économique, c'est-à-dire ces descendants de Saint-Louis, de Gorée, de Rufisque et de Dakar, français, africains français, se disent français, ils ont le pouvoir économique, pendant que les autres étaient amenés à les servir, parce que c'était des indigènes. Mais aujourd'hui où nous sommes, quel est le statut de ces indigènes, quel est le statut de ces personnes, de ceux qui étaient français depuis au moins 3 siècles, sur 3 siècles. Enfin, quand je dis 3 siècles, parce que Abdoulaye Wade disait que entre la France et le Sénégal, il y a 3 siècles d'amitié. Ils ont fréquenté les mêmes écoles. Donc ici, il y a un problème au niveau de la gestion des biens publics. Si ce groupe qui a le pouvoir économique veut tout s'accaparer, qu'est-ce que le peuple va avoir? Vous voyez? Parce que si le pouvoir économique prend le pouvoir politique, au Parlement, ce sont leurs lois qui passent pour les protéger et non pour protéger le bas peuple, les pauvres. Vous voyez? Et c'est le problème, le défi que doit relever Sonko et le PASTEF. Il faut que le Sénégal connaisse la justice. Il ne faut pas que des groupes de mafieux se créent et s'accaparent les richesses du Sénégal. Voilà le grand problème, le gros problème auquel est confronté le Sénégal. Parce que les assimilés, nos frères qui se disent européens en général, c'est français en général, écrasent les plus petits et s'accaparent le pouvoir. Vous voyez? Donc c'est le problème auquel nous sommes confrontés au Sénégal et aussi en Côte d'Ivoire. Mais parlons pour le moment du Sénégal et écoutons le discours de Sonko. Pour le bien d'un clan, non pas pour la conservation d'un pouvoir pour lui-même, mais le bien de la cité. Il rappelait également qu'aucune cité ne peut durer si la vertu disparaît de ceux qui la dirigent. Au Sénégal même, cette question de l'éthique du pouvoir ne nous est pas étrangère. Le président Mamadou Dia rappelait déjà, au lendemain de l'indépendance, qu'aucun projet de transformation nationale ne peut survivre si les dirigeants confondent l'État avec leurs propres intérêts. Pour lui, la souveraineté ne pouvait pas être seulement politique. Elle devait être morale, économique et sociale. Il savait qu'un pays peut disposer d'un drapeau, d'un hymne national et d'institutions, tout en demeurant prisonnier de pratiques qui vident la République de son sens. Ce que Mamadou Dia avait compris très tôt, beaucoup de nations africaines l'ont découvert parfois trop tard. Un pays peut survivre à la pauvreté matérielle, mais rarement à l'effondrement de sa morale publique. Une nation ne meurt pas seulement de pauvreté économique, elle peut mourir de fatigue morale. Elle peut mourir lorsque les institutions cessent d'être au service du peuple pour devenir des instruments de confort, de peur et de calcul. Elle peut mourir lorsque les institutions cessent d'être au service du peuple pour devenir des instruments de confort, de peur ou de calcul. Nous venons d'une longue histoire de désolution africaine. Combien de peuples ont vu des mouvements de libération devenir des appareils de domination?
Combien de promesses de rupture se sont dissoutes dans les privilèges, les accommodements et les silences? Combien de révolutions ont fini par craindre la transparence qu'elles réclamaient hier? Saint-Augustin, dans la cité de Dieu, posait une question redoutable. Qu'est-ce qu'un État sans justice? Sinon une grande association de brigands. Qu'est-ce qu'un État sans justice? Sinon une grande association de brigands. Alors, l'homme politique doit chercher à tisser les liens entre tous les citoyens du même pays. Ceux qui sont français depuis leurs ascendants, ce n'est pas leur faute s'ils sont français. Ils vivent au Sénégal, c'est leur pays aussi le Sénégal, même s'ils sont français. Donc ils doivent jouir des droits, des biens du Sénégal. Mais il faut que cela se fasse dans la justice. Il faut que cela se fasse dans la justice. Et c'est ce que Sonko est en train de nous faire comprendre à travers ce discours. Maintenant, nous allons découvrir le problème de la Côte d'Ivoire à travers ce discours du président Laurent Gbagbo. Écoutez le président Laurent Gbagbo parler de notre problème en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a été créée en tant que territoire autonome par décret en 1893. Le colonisateur s'est rendu compte qu'il s'agissait d'un bout de terre dans cette Afrique de l'Ouest où il y avait beaucoup de déserts, beaucoup de Sahel et peu de forêts. Le colonisateur français n'avait que quelques coins de forêt. La Côte d'Ivoire, le Dahomey, parce que le Togo n'était pas totalement colonie française. La Gold Coast, le Nigeria, disposait de grandes étendues de forêt. La Guinée aussi, comme nous. Alors il a fallu mettre en valeur ces lopins de forêt. C'est ainsi que le colonisateur a organisé le travail obligatoire, que nous appelons ici le travail forcé. 3 lieux principaux pour recruter les travailleurs obligatoires. Le pays Moussi, le pays Sénoufo et l'ouest de la Côte d'Ivoire. Voilà les 3 endroits principaux où on recrutait les travailleurs obligatoires. Et les quartiers d'Abidjan portent la marque de ces recrutements. Puis est arrivée l'élection de 1945. Sur proposition du député Foubani, le travail forcé a été supprimé. Mais le besoin de travail demeurait, puisque nous étions dans une situation de pré-machinisme. Il fallait produire sa machine. Donc il fallait toujours un travail bon marché. C'est une loi de l'économie. C'est ainsi que, à l'initiative des chefs d'entreprise, a été créé le SIAMO, syndicat interprofessionnel d'acheminement de la main-d'œuvre, en 1950, qui a continué à faire venir les mêmes travailleurs des mêmes endroits vers les plantations et vers Abidjan. Cela a duré jusqu'à l'indépendance. Les chiffres existent, mais je pense qu'ici, on n'est pas là pour s'abreuver de chiffres. À l'indépendance, un accord a été signé avec le gouvernement de Haute-Volta pour continuer à faire venir les travailleurs. Chers compatriotes, c'est de tout ça qu'il nous faut être conscients. Mais en même temps, il nous faut être conscients que la Côte d'Ivoire n'est pas le seul pays à avoir suivi ce modèle de développement. Les États-Unis d'Amérique, le Canada, l'Europe occidentale pour sa reconstruction après la guerre, la Deuxième Guerre. Mais à un moment donné, quand les besoins de développement ici, les besoins de la reconstruction là, ont été satisfaits, les gouvernants ont marqué l'arrêt officiel de l'immigration. C'est ce qu'en Côte d'Ivoire, nous n'avons pas pu faire. Aux États-Unis, une loi a marqué l'arrêt de l'occupation du Far West. Au Canada, une loi a marqué la fin de l'immigration. En France, le président Giscard d'Estaing a marqué la fin de l'immigration en 1974 en créant les cas de séjour. Quand on s'est rendu compte de la perméabilité de ces dispositions, en 1986, le Premier ministre Jacques Chirac a institué pour les colonies pourvoyeuses d'immigrés les visas. De telles dispositions n'ont pas été prises en ce qui concerne la Côte d'Ivoire. Et la carte de séjour instituée en 1990 l'a été tard.
Voilà pour l'histoire. C'est tout cela que nous devons gérer. Donc nous devons gérer les descendants de tous ceux qui sont venus depuis la fin du 19e siècle. Nous devons gérer ceux qui sont venus après l'indépendance et nous devons gérer ceux qui viennent aujourd'hui. Pour cela, aujourd'hui, l'État de Côte d'Ivoire dispose seulement de 2 instruments. Le premier instrument, c'est le Code des nationalités. Le Code des nationalités, il est vrai, pose le problème du droit du sang et non pas du droit du sol. Comme presque tous les États africains d'ailleurs. Le Code de nationalité de Côte d'Ivoire, voté en 1961, modifié en 1972, pose le problème du droit du sang. Mais il reste ouvert, contrairement à d'autres pays, et institue un mécanisme pour accéder à la nationalité ivoirienne. Ce mécanisme, je crois, est assez mal connu. C'est pourquoi beaucoup de ceux qui veulent devenir ivoiriens fraudent, font des fausses cartes d'identité. C'est le devoir du gouvernement de rendre encore public ce code de nationalité qui est méconnu pour que tous ceux qui veulent demander la nationalité ivoirienne le demandent dans les règles de nos lois. Je m'avertirai très bientôt à dupliquer le code de nationalité, à le faire éditer, à le partager pour que nul n'en ignore. C'est le premier instrument dont nous disposons. Le deuxième instrument, c'est le décret que nous avons pris en février 2001, créant l'office de l'identification. Cet office comprend un volet pour la surveillance de l'immigration. Très bientôt, des lois vont être votées sur l'immigration. Un séminaire vient d'être fait à ce sujet. À partir de ce moment-là, nous allons en reparler. Mais voilà le développement que je voulais vraiment faire en tant que citoyen, mais aussi en tant que chef d'État, sur cette question qui est très souvent mal posée et mal perçue, aussi bien à l'intérieur de la Côte d'Ivoire qu'à l'extérieur de la Côte d'Ivoire. Alors, lorsque vous écoutez le président Laurent Gbagbo, vous vous rendez compte que tout ce qui a été dit sur les Ivoiriens, sur la Côte d'Ivoire, ne sont que des mensonges. Vous voyez, ils ne sont pas xénophobes. Mais c'est comme nous sommes ici. Nous avons des descendants. Nous sommes en Europe, nous avons des descendants. Si nous avons la nationalité européenne, nos descendants qui sont en Afrique ne peuvent pas venir dire « Ah, nous venons en Europe et nous aurons la nationalité européenne parce que mon grand-père vivait ici. » Non. C'est cela la politique d'immigration. Il y a eu des gens qui sont venus travailler en Côte d'Ivoire, des Burkinabés qui sont venus travailler en Côte d'Ivoire avant les indépendances. Il y a des Burkinabés qui sont venus travailler en Côte d'Ivoire après les indépendances. Et puis il y a des Burkinabés qui travaillent maintenant. Est-ce que le fait que votre grand-père ait travaillé en Côte d'Ivoire vous donne la permission de venir directement prendre la nationalité ivoirienne? Non. Lorsque le président Laurent Gbagbo en 2001 a décidé de voir cette situation, la politique pour identifier les Ivoiriens et les non-Ivoiriens, parce qu'on porte pratiquement le même nom au nord, parce qu'on est musulmans, ou on est issu de la même culture, ou on est issu des mêmes peuples. Cela ne veut pas dire que lorsqu'on arrive en Côte d'Ivoire, on a tout de suite la nationalité. Donc, c'était une politique d'immigration, comme cela se passe dans tous les pays, les grands pays du monde. Et voilà que pour cette raison, on a été combattu. La rébellion en 2002. On a dit, oui, le président refuse que les gens portent des boubous. Et tout ça. Et cela nous a conduit à quoi? Ce combat nous a conduit à quoi? Regardez ça. Nous avons la réponse à ces deux photos ici. Vous voyez Alassane Ouattara, qui présente à Ouadani son frère cadet. Son regard se pose sur son frère cadet. Et ici, le présente en quelque sorte comme son successeur, puisque à ce poste devait être assis normalement Begré Bambé. Donc Begré Bambé est absent et Alassane Ouattara parle de son petit frère comme son successeur, son dauphin constitutionnel. Ouattara ne veut plus quitter le pouvoir. Il veut le transmettre à son petit frère. Il veut le transmettre à son petit frère. Vous voyez, on a accueilli des gens, des immigrés, et on leur a donné un droit. On leur a donné à manger. Ils ont été rémunérés. Ce n'était pas gratuit. Ils ont été rémunérés. Mais voilà comment on nous remercie. Voilà comment celui-ci nous remercie. Il veut transmettre le pouvoir à son frère. Et pour pouvoir transférer le pouvoir à son frère,
Il faut qu'il sème le chaos en Côte d'Ivoire, comme le chaos a été sémé par Sarkozy, pour qu'il puisse s'installer de force. Il faut qu'il sème le chaos en Côte d'Ivoire pour installer son petit frère. Regardez ce que nous subissons. Et regardez la repentance de ceux qui les ont aidés à nous combattre. Je ne sais pas où je vais aller, mes enfants. Je ne suis ni de loin, ni de près au courant de la case de quelque chose ici. Regarde chez moi, ils ont tout détruit chez moi. Ils sont tous gens où ils ont en train de casser. Regarde ma maison, ils ont tout détruit. Congélateur, ils sont tout gâtés. Je dois dehors mes enfants. Je dois dehors. Je ne suis pas à l'école. Je dis je vais aller me débrouiller là-bas. Sinon je dois dehors. Je ne sais pas où je vais aller mes enfants. D'avoir voté le RD. Nous regrettons. Moi je suis un fils du Nord. Je ne me cache pas, j'ai voté, j'ai milité. C'est exorbitant. C'est de la photographie. C'est pas de Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens sont aujourd'hui sans abri. Comment une maman, c'est les femmes qui font que toute personne vient sur la terre. Nos mamans, ils ont fait que nous les êtres humains, on est sur la terre. C'est eux qui tombent en bas des ponts. C'est regrettable, c'est méchant. Nous regrettons. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, j'appelle le monde entier de venir nous sauver. Sauver la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous sommes aujourd'hui en Côte d'Ivoire, mais vraiment, ce pays, il n'y a plus de droit. Ce pays, il n'y a plus de démocratie. Ce pays, en Côte d'Ivoire, les gens sont obligés maintenant de mentir pour manger. Les gens sont aujourd'hui en Côte d'Ivoire, il n'y a plus de vérité en Côte d'Ivoire. L'injustice s'est installée, la méchanceté s'est installée, les prisons sont remplies. Les moments, les marchandises ont été détruites dans leurs propres marchés. La population souffre. Un Ivoirien, toi, c'est devenu regrettable. Un Ivoirien, toi, c'est de la prison. Un Ivoirien, toi, les mamans, quand tu les vois, à Bichon, ça te fait pitié. Les mamans pleurent. Les femmes de la Côte d'Ivoire, vous qui êtes censés, vous qui avez donné vos seins à vos enfants c'est nous, c'est eux. Comment tu peux casser la maison d'une maman aujourd'hui qui n'a absolument rien? On sait comment les gens vivent à Abidjan. Une maman qui dort dehors, est-ce que c'est pas méchant? Je vous pose la question. Les mamans qui dorment au dehors, et si on faisait ça sur vous et votre famille, est-ce que vous allez aimer? Il n'y a plus d'homme véridique sur cette terre. Sur cette terre, les gens n'aiment plus la vérité. Les gens sont méchants. Les gens ne... Non. Je ne sais pas quel mot je vais vous employer ou quoi. Nous demandons pardon à tous les Ivoiriens, avec son excellence, M. Guillaume Touba-Fourissoro. Pardonnez. Vraiment, nous avons oublié. Vraiment, on était tous trompés. Ce matin, 2 juin 2026, nous n'allons pas voter parce qu'il faut voter. Il est mon cousin, il est ma cousine. Non, c'est fini en Côte d'Ivoire. Il réfléchissait les Ivoiriens et Ivoiriens avant d'aller voter en Côte d'Ivoire. C'était Grâce Binogo, Génération et Peuple Solidaire. Nous demandons à Dieu d'accueillir ce militant de GPS franc et sincère, qui s'est pratiquement confessé, qui s'est pratiquement purifié avant de quitter ce monde, même si nous suspectons son élimination physique, mais qui repose en paix. Et nous disons au président Laurent Gbagbo, Yako, et nous lui dédions cette chanson, parce qu'il le mérite. Nous lui dédions cette chanson pour qu'il tourne la page de ces événements, que nous commencions une ère nouvelle en Côte d'Ivoire. Dédions-lui ce chant. Où tout le monde se bat pour vous mettre en valeur. Il y a une force que personne ne peut enlever. Une paix qui ne fait pas de bruit. Une décision qui change tout. Ma meilleure décision que j'ai prise, c'est de me taire. Plus de bruit, plus de guerre. J'ai rangé mes affaires. Je n'ai rien à dire à qui. Je ne vais convaincre personne que je suis quelqu'un de bien. Non frère, je ne vais pas réparer ce que je n'ai pas cassé. Ton problème c'est ton problème, moi je suis passé. Je ne bats plus pour que les gens voient ma valeur. Ma valeur elle vit en moi, elle n'a pas peur. Ce que tu fais, c'est ton choix. À toi d'assumer. Ne pas le regretter. J'ai plus besoin de prouver qui je suis. J'ai plus besoin de réparer ce qui n'est pas à moi. Dans mon sac.
autre forme de force. Une force calme. Qui vient de moi, j'ai découvert une autre Forme de force. Une force calme. qui vient de moi. J'ai arrêté de courir après la validation. Fini les explications, fini les déceptions. Ma valeur vient de personne, elle vient du ciel. Elle était là depuis toujours, indépendante du regard éternel. Je ne demande plus. Est-ce que tu me vois? Je me regarde dans le miroir et je me dis, C'est toi. j'ai trouvé la tranquillité dans le fait de m'accepter. Le silence m'a parlé. Il m'a libéré. Si tu veux me juger, Juge, si tu veux partir, papa, moi je reste dans ma paix. paix dans mon âme. Dans mon silence, j'ai trouvé la paix. J'ai plus besoin de prouver qui je suis. Plus besoin de réparer ce qui n'est pas à moi. Dans mon silence, j'ai trouvé la paix. J'ai plus besoin de prouver qui je suis. Plus besoin de réparer ce qui n'est pas à moi. Alors dans cette chanson, nous disons que Alassane Ouattara va assumer les conséquences de son acte, sinon de ses actes. Parce que le président Laurent Gbagbo est venu à chaque fois réparer le mal qu'il faisait, à chaque fois réparer le mal qu'il faisait. On en a marre qu'il assume face à la justice les conséquences de ses actes. Et la justice va le frapper bientôt. Avant de continuer, je vous pose la seconde épreuve. Que signifie le verbe moudre? Et dites-moi, conjuguer le verbe moudre au présent d'indicatif. Merci. Pendant que tout le monde découvre le visage horrible de Ouattara, nous poursuivons notre route en élisant nos nouveaux jeunes, en élisant nos nouveaux militants, pour faire de la Côte d'Ivoire un état de droit, où la justice règne. Parce que là où la justice règne, on ne parlera pas des autochtones de Rufisque, de Gorée, de Dakar, de Saint-Louis qui sont français. Que tu sois français, tu dois respecter le droit. Tu dois respecter la constitution de ton pays. Tu dois agir conformément à la justice. Que tu sois immigré, burkinabé, ivoirien et autres, seule la justice doit être notre boussole. Nous devons respecter les lois que nous sommes données. Voilà. Et regardez nos personnes qui ont été choisies pour poursuivre ce travail. Je suis heureux de vous annoncer la victoire de Kwame Cédric, PPACI Divo, et de Madame Dekoula, PPACI Divo. Donc c'est ma ville qui gagne et j'en suis heureux puisque moi-même je suis de Divo. Voilà. Et donc nous continuons dans la tranquillité avec le président Laurent Gbagbo. On n'a plus besoin de nous justifier. Avant de mettre fin à mon intervention de ce dimanche, je vous ai demandé que signifie moudre. Par exemple, on dit je vais moudre le maïs, c'est-à-dire je vais le réduire en poudre. Voilà. Donc, quand on dit je vais piler le maïs, on ne pile pas le maïs à la machine. On va moudre le maïs dans la machine. Voilà. Donc, dans un moulin, on va moudre le maïs. On va moudre le maïs. Donc, je vais moudre, ça veut dire réduire en poudre. Maintenant, si on le conjugue, on dit au présent, je moue le maïs, tu moues le maïs. Il ou elle moule le maïs. Nous moulons le maïs. Vous moulez le maïs. Elle moule le maïs. Vous voyez, ce sont des verbes irréguliers. Vous voyez, moudre et ici, coudre. Vous voyez ici, je couds, tu couds, elle coud. Ça, les trois premiers s'écrivent de la même manière. DS, DS, D. Maintenant, quand nous arrivons à nous, on dit nous moulons ici et ici nous cousons. Vous moulez ici, vous cousez. Il ou elle moule, ici où elle coud. Il ou elle couse. Donc vous voyez, je résous, il est différent. Voilà pourquoi je vous dis que ces verbes irréguliers, on les apprend par cœur. Je résous, tu résous, il ou elle résout, nous résolvons, vous résolvez, ou elle résolve. Vous voyez, donc ce sont les verbes irréguliers que je veux que vous appreniez par cœur. Donc on va arrêter cette vidéo. Bon dimanche à tous. Donc ici, en résumé, mon but c'était de vous montrer que le colonisateur a laissé dans nos pays respectifs des problèmes politiques. Et ces problèmes politiques, nous sommes amenés à les résoudre. Quand nous aurons résolu ces problèmes, on peut dire que nous sommes devenus des peuples matures. Voilà. Donc le Sénégal est entré dans sa maturité grâce à son cours et à ses amis, en disant c'est la justice d'abord. Il faut que la politique et la morale aillent ensemble. En Côte d'Ivoire, nous disons, nous avons été le terrain où des immigrés sont venus nous aider à construire notre pays, c'est vrai. Mais ce n'est pas seulement des immigrés qui venaient du Burkina Faso.
Parce que le président Laurent Gbagbo a dit, l'histoire nous enseigne qu'il y avait des Sénoufos aussi auxquels on imposait le travail forcé. Il y avait des gens de l'Ouest auxquels on imposait le travail forcé. Et il y avait des Burkinabés, des Voltaïques auxquels on imposait le travail forcé. Mais lorsqu'on a fini de construire le pays nous appartient tous. Mais nous devons respecter la constitution que nous nous sommes donnée. Nous ne devons pas dire que la constitution doit se faire sur mesure de Ouattara, sur mesure de Téné Birahima Ouattara. Vous voyez, parce que la constitution dit on n'a que 2 mandats, on n'a pas 3, on n'a pas 4 mandats. Vous voyez? Et s'il respectait cela, et que son frère, Téné Birahima, était aimé par les Ivoiriens parce que son grand frère a fait du bon boulot et qu'il veut le choisir, il arrive aussi selon le droit et il fait ses 2 mandats. C'est tout. On n'a pas dit qu'on déteste Téné Birahima Ouattara parce qu'il est le frère d'Alassane Ouattara. Et parce qu'on dit que ce n'est pas normal que son frère fasse 4 mandats au lieu de faire 2 mandats. Et même il devait faire qu'un seul mandat. Et que lui, il impose aux Ivoiriens son frère Téné Birahima Ouattara. Non. Aux États-Unis, il y a eu le père et le fils qui sont devenus présidents, Bush père et Bush fils. Il n'y a pas de problème. Si Alassane faisait du bon boulot et se retirait, et son frère venait demain dire je vais être président, parce qu'on peut le choisir, parce que son frère a fait du bon boulot, on peut être sympathisé avec lui. Mais nous disons non à une dynastie en Côte d'Ivoire. Nous disons non, on n'a pas de problème en Côte d'Ivoire. Parce que je le dis par rapport à ce que j'ai dit à Ouadani et à une béninoise qui est venue dire nous sommes xénophobes. Nous ne sommes pas xénophobes. Si nous comparons le nombre d'Ivoiriens au Bénin et le nombre de Béninois en Côte d'Ivoire, vous ne pouvez pas prétendre ça. Si nous disons au Togo, nos sœurs, on a vu la dernière fois une sœur être chassée de sa maison parce qu'on dit qu'elle n'est pas togolaise. Mais il y a des Togolais qui ont des maisons en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de principe de réciprocité entre vous et nous. Nous vous accueillons, mais nous vous demandons simplement de respecter nos lois. C'est tout. On n'a rien contre les Béninois, on n'a rien contre les Togolais. Mais lorsque vous voulez enlever la paille dans l'œil de l'autre, enlever la poutre qui est dans votre œil. Demandez-vous, est-ce que la manière dont nous vous accueillons en Côte d'Ivoire, c'est de la même manière que vous nous accueillez chez vous? C'est la question que vous posez, que vous devez vous poser. Donc nous sommes dans une politique d'immigration, nous sommes loin d'être xénophobes. Et nous ne détestons pas Téné Birahima Ouattara parce qu'il est le frère de Ouattara. Non. Nous disons non à cette dynastie. Nous disons non à la violation de notre constitution. Voilà tout. Sonko se bat pour la justice. Nous aussi, nous nous battons pour la justice et pour le respect de nos textes. Point final. Il n'y a pas de discussion à cela. Merci et à la prochaine vidéo.